Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. De nouvelles dispositions en matière de règlement par des moyens scripturaux, c'est-à-dire par chèque, virement, carte de paiement, prélèvement, lettre de change, billets à ordre et d'autres, viennent d'être rendues obligatoires pour toute transaction dépassant 5 millions de dinars pour l'acquisition de biens immobiliers et d'1 million de dinars pour l'achat de yachts ou bateaux de plaisance, de matériel roulant neuf et d'équipements industriels neufs, de véhicules neufs, de motocyclettes, de cyclomoteurs soumis à immatriculation, de biens de valeur auprès de marchands de pierres et métaux précieux et autres produits hétéroclites. Le décret a été pris par Sellal. Quelques remarques s'imposent d'emblée. La première est que de telles mesures avaient déjà été prises dans le passé à plusieurs reprises, notamment en 2006 et en 2011, mais qu'elles s'étaient avérées irréalisables. La seconde se trouve dans la liste des produits soumis à cette obligation. Pourquoi juste cela? Et pourquoi un tel flou, j'allais dire? Quand on dit, par exemple, que les équipements industriels neufs sont soumis à ces moyens de paiement scripturaires, ça veut dire des chèques globalement, est-ce qu'une grosse usine d'occasion à plusieurs centaines de millions de dinars peut être réglée en espèces? Et ce n'est là qu'un exemple. On dit que le règlement par chèque est obligatoire, par exemple, pour un yacht, pour l'acquisition d'un yacht ou d'un bateau de plaisance. Est-ce à dire que l'achat de bateaux de pêche peut être réglé par cash? Et d'autres zones grises du genre qui distinguent cette disposition réglementaire. La troisième remarque se trouve dans les capacités bancaires du pays. Par quel miracle les banques algériennes, connues pour leur bricolage, leur bureaucratie, l'affairisme et la corruption qui les distinguent, et surtout leur inexpérience en la matière, pourraient-elles du jour au lendemain faire face à de telles mesures sans paralyser, encore plus qu'elle ne l'est, une économie fondamentalement informelle où les gens ne comptent même plus les billets de banque mais qu'ils les pèsent? Nous ne le dirons jamais assez, parce que cette pratique de la pesée des billets, qui se pratique maintenant de façon presque générale, là où il y a de grosses sommes, est significative de la situation où se compromet l'économie algérienne, si tant est qu'on peut l'appeler ainsi. Le produit des transactions en billets de banque se pèse et ne se compte pas. Les gens sont trop pressés d'engranger les fortunes quotidiennes qui passent entre leurs mains. Pas le temps de les compter, serait-ce par des compteurs à billets. Donc, se servir du chèque en l'occurrence. Par ailleurs, pourquoi ce plancher de 1 million de dinars? Est-ce juste comme ça, à la louche, ou cela a-t-il été soigneusement pensé? D'autres questions se posent. Pourquoi cette mesure? Pourquoi maintenant? Que veut prouver le ministre des Finances et ceux qui l'ont sommé de mettre ce dispositif en œuvre? Que veut prouver Sellal? Les gens sont-ils à ce point autistes, coupés de la dure réalité, au point de ne pas savoir que les banques algériennes ne seront jamais en mesure d'assumer de telles prestations? Et nous le saurons bientôt. Ne savent-ils pas, ces gens, que l'économie algérienne ne répond à aucune organisation rationnelle, que la prospérité est juste illusoire, qu'elle ne tient qu'au seul filon hydrocarbures? Ceux qui viennent d'instituer ces mesures, ne savent-ils pas que ce qui est qualifié d'économie algérienne est infesté jusqu'à ses tréfonds par une faune interlope de gens dont les vocations premières sont le trafic, la corruption, la combine, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent? Et le plus curieux dans cette affaire est que c'est le FLN, le parti dit majoritaire au Parlement, majoritaire au gouvernement, dont le Premier ministre est lui-même un militant, qui charge ce décret et le dénonce. On aura tout vu, tout entendu. Aujourd'hui, TSA. Le FLN, un parti au service des affairistes.
par Samir Alam. Econostrum Info. L'Algérie interdit le paiement en liquide pour toute transaction supérieure à 1 million de dinars. Par SI Kassi. El Watan. Le FLN veut maintenir la Shkara. Par Majid Mekedi. Nous recevons aujourd'hui, par ordre alphabétique, Ali Benouari, ex-ministre du Trésor, Soufiane Jilali, président de Jil Jadid, Jilali Hijaj, porte-parole de l'Association algérienne de lutte contre la corruption, et dans la deuxième partie, Omar Abed, représentant des victimes de Khalifa Bank, et Abdelwahab Zatri, polytechnicien. Merci à eux tous d'avoir répondu à notre invitation. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter une nouvelle fois, c'est Jamel. Merci. Alors, à chaud comme ça, votre réaction à ces nouvelles dispositions? Personnellement, ça ne me surprend pas, puisqu'il y a quelques années, une décision semblable avait été prise puis annulée. On parlait à l'époque, si je ne me trompe, d'un plancher de 100 000 dinars. Aujourd'hui, il a été relevé à 1 million de dinars. Mais je dirais que les mêmes causes engendrent, ou le même système produit les mêmes effets. Maintenant, à chaud, je dirais que la décision du FLN ne surprend que ceux qui ne connaissent pas le FLN, d'après 1962. C'est l'incarnation de la mafia au pouvoir. Il n'y a absolument aucun doute. C'est surprenant parce que nous sommes, je dirais, au XXIe siècle, dans une économie de marché, et ne pas proscrire l'usage à grande échelle des billets de banque, c'est encourager la corruption. Oui, alors ma conclusion, le FLN est le champion de la corruption, le FLN est le représentant de la mafia au pouvoir, ou un des représentants, peut-être le représentant le plus emblématique. Voilà ma réaction à chaud. Mais Ali Benouari, le FLN, on en dira ce qu'on voudra, mais au sujet de cette affaire précisément, même si c'est pas très bien on ne comprend pas très bien comment un parti majoritaire au Parlement, majoritaire au gouvernement, attaque une disposition du gouvernement. Mais ceci mis à part, est-ce qu'il n'a pas raison dans le fond? Est-ce qu'il n'est pas vrai que les banques ne pourront jamais assumer une telle prestation? Non, c'est un mélange de genres. Il n'appartient pas au FLN de décider si les banques sont bien organisées ou pas pour traiter l'échec. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que les billets de banque l'usage des billets de banque a tendance à disparaître dans le monde. On parle même aujourd'hui d'une économie sans billets de banque. La Suède, par exemple, un des champions en la matière, utilise, si je ne me trompe, pas plus que 5% des règlements en billets de banque. Des pays comme la France utilisent beaucoup plus la carte de crédit que les billets de banque. Et l'usage des billets de banque en France, dans un pays comme la France, est limité à très très peu. On parle d'une nouvelle réglementation pour plafonner à 1 000 euros. Donc, mais nous sommes à contre-courant de l'histoire. Nous sommes contre la logique économique et la logique de l'économie de marché. Pire encore, devant le désastre, devant les dégâts occasionnés par l'usage du billet de banque comme moyen de paiement, ces effets désastreux et ses conséquences sur ces effets désastreux à la fois en termes d'efficacité économique, mais aussi en termes de corruption, puisque la corruption est encouragée par le marché noir, qui représente près de la moitié du produit intérieur brut, je pense que c'est un record mondial, est encouragé et ne peut pas se dérouler sans règlement en espèces. Le règlement en espèces est à la fois une cause et un effet. C'est une des causes de la corruption, mais c'est aussi un effet du système. Le système produit ce genre de monstruosité, c'est-à-dire que, et le FLN s'inscrit là-dedans, en fait, il défend cette économie complètement monstrueuse, c'est-à-dire il défend une économie contre-productive, qui n'est pas productive, mais il défend aussi la mafia, qui utilise largement le recours au marché noir dans ses règlements. Imaginez simplement que pour acheter une voiture, pour répondre à une de vos questions, 1 million de dinars, qui est un plancher proposé par celle-là, 1 million de dinars, ça veut dire que, comme aujourd'hui, pour acheter une voiture à 1 million de dinars, eh bien, il faut prendre un sac de billets de banque. Ouais. C'est ahurissant.
Restez avec nous, Ali Benouari. Soufiane Gilali, merci d'être avec nous. Vous et bonjour à également vos invités. Merci, bonjour, Soufiane. Alors, avant d'en arriver au sujet du jour, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire de gens qui pèsent Moi, ça me fait marrer à chaque fois. On aura tout vu dans ce pays. Des gens qui pèsent l'argent. Aujourd'hui, les gens sont trop pressés. Quand il est question de grosses transactions, on règle donc en espèces 15 milliards, 20 milliards. Les gens n'utilisent même pas les compteuses à billets. Ils exigent d'être payés en billets de 1000 dinars et ils connaissent à peu près le poids. Ça veut dire qu'un milliard, ça coûte à peu près, soi-disant, tant de kilos, tant de grammes. Et ils pèsent à quelque chose près. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Bon, à dire vrai, je n'étais pas au courant. Je sais que c'est une pratique qui se faisait dans certains pays où les monnaies se sont effondrées. Le cas de l'Afghanistan, le cas du Zimbabwe à un moment, ça a été suffisamment médiatisé. Mais je crois que ça reste anecdotique dans le fond. Et ce n'est pas ça qui est le plus important, parce qu'il reste que la monnaie algérienne, par rapport aux devises, est encore administrativement surévaluée. Et malheureusement, les citoyens qui ont recours à l'achat de la devise sur le marché parallèle payent beaucoup plus cher que ce qui est officiellement annoncé. Mais sinon, votre avis sur ces dispositions annoncées? Oui. Bon, écoutez, j'aimerais faire un commentaire sur deux plans. D'abord sur le principe. Le principe, oui, bien sûr, il faut bancariser l'argent qu'il y a dans le pays. Il faut revenir vers un système bancaire mais contrôlé. Mais pour cela, simplement, il faut préparer les conditions. Et ce n'est pas une décision prise un peu à la va-vite qui va faire en sorte que tous les circuits seront suffisamment huilés. Vous savez qu'il y a à peu près 600 agences dans le pays. C'est très largement insuffisant, on ne couvre pas assez. Il y a des villes importantes où on ne retrouve qu'une ou deux agences et avec beaucoup de monde, les gens perdent beaucoup de temps. 600 agences pour 1500 communes. 600 agences pour 1500 communes. Donc ça, c'est sur le principe, encore une fois, bien sûr qu'il faut bancariser, mais il faut préparer les conditions. Maintenant, revenons à la décision elle-même. Elle se caractérise par deux flous en particulier. Le premier, c'est cette histoire de seuil dont vous aviez fait mention dans l'introduction de votre émission. On ne sait pas exactement quels sont les produits qui sont touchés. Pourquoi, par exemple, 5 millions de dinars étant le plancher pour l'immobilier? Est-ce qu'il y a un appartement à Alger qui coûte moins de 5 millions de dinars? Est-ce que le terrain constructible fait partie ou non? Est-ce qu'il y a un tas de questions? Ensuite, à partir de 1 million de dinars, mais sur une série très limitée d'objets. Alors la question, est-ce que ce n'est pas simplement une façon d'introduire le principe du chèque bancaire avec un seuil sur un certain nombre d'objets, mais qui vont être élargis au fur et à mesure dans les mois prochains? C'est-à-dire que petit à petit, on va devoir payer tout achat au-delà d'une certaine somme, 1 million de dinars, avec le chèque. Donc, ça serait juste une mise en route. Deuxième remarque importante, et le flou qui persiste, ce sont les opérateurs. Est-ce que ça touche les individus qui achètent en bout de chaîne commerciale et donc à usage personnel, pour consommer, ou est-ce que c'est un plancher qui va être obligatoire pour ceux qui agissent dans le cadre des institutions commerciales? C'est-à-dire un commerce qui achète à un autre, par le grossiste ou le détaillant, est-ce qu'il doit payer ou non, par chèque ou non? Donc voilà, c'est une petite mesure qui va créer beaucoup de polémiques, qui met à nu l'inconsistance de notre système bancaire, mais qui en même temps ne va bouleverser personne. Moi, j'étais étonné que M. Djem'i du FLN s'offusque, sauf s'il achète tous les jours un yacht et tous les jours un bien immobilier, mais je pense que ça touche une tellement petite quantité de gens qui opèrent dans ces domaines-là que ça ne pose pas vraiment problème pour le moment. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Gilali Hajjaj, merci d'être avec nous. Gilali Hajjaj? Gilali Hajjaj?
Je vous entends. Merci Gilali d'être avec nous. Alors, en plus avant que je vous pose la question sur ce dispositif en particulier, même question que pour Gilali Hijaj. Vous étiez au courant de cette histoire de peser de l'argent, des gens qui pèsent les shkara? Je peux même citer les quelques wilayas qui s'adonnent à ce sport en kilogrammes. Mais oui, tout à fait. Oui, ben, ça fait partie un peu de... Nous nous intéressons beaucoup au niveau de notre association à tout ce qui est un peu activité à la limite du légal. Et donc, c'est vrai que c'est une pratique relativement courante, là où il y a des transactions commerciales informelles extrêmement importantes dans un certain nombre de wilayas de l'Est du pays, notamment. On nous a dit qu'à l'Elma, par exemple, il n'y a pas de gros magasins sans balance. Tout à fait. Eh ben voilà, Alors moi, c'est incroyable. Avant que vous me posiez une question, oui. Je voudrais, par rapport par exemple au fonctionnement des banques, on va dire des banques publiques, je suis un usager d'une banque publique. J'ai un compte bancaire dans une banque publique à Alger. Moi qui, dans le cadre des activités de mon association, se déplace un peu partout dans les wilayas, pour retirer de l'argent de mon compte bancaire avec un chèque dans une wilaya hors d'Alger, les banques publiques, jusqu'au jour d'aujourd'hui, exigent d'envoyer un fax à mon agence bancaire et attendent une réponse quelques heures plus tard pour savoir si effectivement ils peuvent honorer le chèque ou pas. Allez, premier exemple. Deuxième exemple, un organisme public comme l'ONATS, l'organisme du tourisme par exemple, n'accepte pas l'achat de billets par chèque. Vous m'en direz tant. Je voulais juste citer ces deux exemples pour dire que la pratique du chèque n'est pas encore, il n'y a pas encore un contexte favorable. Mais justement, Gilali Hijaj. Troisième chose, oui. Quand on dit il y a 600 agences bancaires, ne mettons pas de côté aussi, j'allais dire, les agences de la banque postale qui existent pratiquement dans presque toutes les communes. Ceci dit, l'élément essentiel, je voudrais, sans aucune prétention, apporter un éclairage. Quand une mesure comme ça, et je suis d'accord avec Sofiane Gilali, sur le plan du principe, et effectivement, l'usage du chèque, l'usage de la carte de crédit doit commencer à s'imposer dans notre pays. Mais, quand vous prenez une décision, et Ali Benouari a raison, en plus de ça, c'est même pas la deuxième, c'est la troisième tentative. Il y a eu 2 tentatives les 10 années précédentes, annulées la veille de la mise en application. Là, j'avoue que j'attendais le 30 juin pour qu'il y ait un décret d'annulation. Mais bon, apparemment, le gouvernement semble lancé dans l'opération. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la décision du paiement par chèque, avec la confusion que vous-même et vos invités décrivent, c'est que ce n'est pas une décision politique du gouvernement algérien. C'est une décision qui a été imposée par une organisation internationale qui s'appelle le GAFI, le Groupe d'Action Financière Internationale, qui est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui, dans le cadre des engagements de l'Algérie, qui a un statut d'observateur, l'Algérie a été mise sur liste grise en attendant d'être éventuellement mise sur liste noire parce que non respectueux de ses engagements. Et parmi ces engagements, c'est faire en sorte d'absorber le plus que possible la masse monétaire en espèces en circulation dans le pays. Et donc là, les derniers mois, l'Algérie a été avertie à plusieurs reprises. L'Arabie Saoudite s'est même permise de remettre, d'envoyer un nouveau signal, même si ça n'a été pas du tout apprécié par les autorités algériennes et par l'opinion publique algérienne. Donc, c'est parce que le GAFI met en obligation le gouvernement algérien de respecter ses engagements que sa mesure a été lancée. Et elle a été lancée, comme le disent vos invités, comme vous le disiez vous-même dans votre introduction, avec une mauvaise préparation, avec une confusion, avec des résistances qui commencent à se dessiner. Et quand il n'y a pas de volonté politique, quand il n'y a pas une stratégie, et quand il n'y a pas des objectifs, effectivement, malheureusement, cette opération qui, sur le plan du principe, est bonne, risque d'échouer lamentablement. Restez avec nous, Gilali Hijaj. Ali Benouari, Gilali Hijaj vient de nous apprendre, moi j'avoue que je l'apprends, que c'est un organisme international contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent qui aurait fait pression sur le régime algérien pour l'inciter à prendre de telles mesures. Est-ce que vous étiez au courant?
Je salue c'est Djilali Hadjadj et c'est Sofiane Djilali, c'est Omar Abd et vos invités. Tout d'abord, non, moi ça ne me surprend pas puisque nous signons des accords internationaux qui nous reviennent à la figure. Nous signons n'importe quoi, mais quand il s'agit d'appliquer, c'est autre chose. Donc ça ne me surprend pas. Mais j'aimerais dire que c'est 3 700 milliards de dinars qui circulent et qui ne rentrent jamais dans les banques. 3 700 milliards de dinars, c'est à peu près 70% de la masse monétaire. La lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent, d'où l'apostrophe du GAFI, passe par l'imposition du paiement par chèque, par virement ou par carte de crédit. Pendant longtemps, cette volonté a été politiquement affichée, jusqu'à ces dernières années où le gouvernement semble se complaire dans cette situation, parce qu'il est complice, on le voit bien. Le FLN, pour moi, je ne fais pas de différence entre le FLN et le gouvernement, c'est la même tchouktchouka. Peut-être même qu'on a utilisé le FLN pour dire que voilà, on veut appliquer, message à destination du GAFI et d'autres. Malheureusement, politiquement en Algérie, la mesure ne jouit pas du soutien de la classe politique gouvernante. L'usage de ces instruments de crédit, pendant longtemps aussi, a été lié à la réforme du secteur financier. En l'absence de banques privées, en l'absence de banques étrangères, on a toujours dit, voilà, les pesanteurs du système. Mais je rappelle qu'il y a des banques étrangères dans notre pays. Je suis à l'origine de la première d'entre elles, et je pensais honnêtement à l'époque que nous allions pouvoir en finir définitivement avec ces questions de cartes de crédit, etc. Malheureusement, même les banques étrangères n'ont pas pu, elles ont dû se plier à la situation actuelle. Donc il y a pour moi une mauvaise volonté évidente, politique, de lutter, de combattre la corruption et de combattre le blanchiment d'argent, quoique par ailleurs les autorités puissent affirmer. Donc voilà un peu ma réflexion générale. Il n'y a pas de volonté politique parce que, figurez-vous, il faut juste imaginer que l'usage des billets de banque, le non-recours aux cartes bancaires, pourquoi les cartes bancaires ne sont pas utilisées, c'est la question. Elle est peut-être plus importante que le chèque parce qu'aujourd'hui le monde entier abandonne le chèque. Oui. Le monde entier abandonne les billets de banque. On va vers les cartes de crédit, des moyens de paiement électroniques. Oui. Vous voyez que nous en sommes loin. Même le chèque, on n'arrive pas à le réhabiliter. Ce débat autour de l'usage du chèque, de l'acceptabilité du chèque, date d'au moins 35 à 40 ans. Donc, en pleine économie de marché, il est absolument ubuesque, étrange, et vous avez bien fait de le souligner, si Jamal, c'est du délire. C'est du délire. Restez avec nous, voilà. Ali Benouari. Sofiane Djilali, on aura beau dire, Mohamed Jem'i, le président du groupe parlementaire FLN, est peut-être en train d'enfoncer des portes ouvertes. Mais ce qu'il dit n'est pas faux du tout. Écoutez, je vais le citer, entre autres de ses déclarations. Nos banques sont incapables de répondre aux besoins des citoyens. Elles n'ont pas suffisamment d'agences à travers le territoire national. Dans ces conditions, comment peut-on imposer le paiement par chèque? La manière avec laquelle cette mesure a été prise est de nature à créer une véritable anarchie au sein du marché. La gestion de nos banques se fait de manière traditionnelle. Nos banques ne sont que de simples boutiques. Quelles sont les prestations des services offerts par nos banques aux citoyens? Pour ouvrir un compte bancaire, c'est un véritable parcours du combattant. Pour avoir un carnet de chèques, il faut avoir des connaissances et galérer à cause de la bureaucratie, etc., etc. Il n'a pas tort, finalement, Sofiane Djilali. Oui, il n'a pas tort, sauf qu'il aurait dû être dans l'opposition et pas au sein du FLN. Il est, lui, le produit du FLN, et c'est le FLN qui a produit cette situation. Donc il aurait fallu qu'il se mette contre le FLN, contre le gouvernement et contre ce régime qui dure depuis maintenant de trop longues années et qui a massacré le pays parce que les gens au pouvoir ne sont intéressés que par les avantages du pouvoir et ils ne sont pas intéressés par faire l'effort et travailler, constituer un vrai réseau de banques, constituer un système financier viable, faire un contrôle convenable. Tout cela, ça demande des efforts, ça demande du travail. Mais vu la médiocratie qui est à la tête de l'État, je ne vois pas comment cela aurait pu être fait. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas pour défendre cette mesure, mais elle reste cantonnée à quelques produits simplement, et ce n'est pas ça qui va bouleverser tout le marché qui, lui, reste sous l'emprise totale du marché parallèle. C'est une évidence. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Djilali Hadjadj, vous êtes dans la lutte
contre la corruption. Vous pensez que ce genre de dispositif pourrait contribuer, s'il pouvait être appliqué, à lutter contre la corruption? Je voudrais, si vous permettez, parce que c'est extrêmement important, Oui. revenir sur cette histoire, c'est-à-dire que le gouvernement, n'ayant pas autour de cette opération, ni autour de la lutte contre le blanchiment d'argent, ni autour de la lutte contre la corruption et une réelle volonté politique, là se trouve coincé. C'est-à-dire que dans toutes les conventions internationales qu'il a signées ces 20 dernières années, le pouvoir a toujours fait en sorte de ne pas être pris en otage par des engagements de type inspection-obligation. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le pouvoir s'est donné une étiquette d'un des leaders mondiaux de la lutte contre le terrorisme, et donc s'est vu obligé d'adhérer aux 40 et plus 10 recommandations du GAFI. Mais le problème, c'est que quand il adhère au GAFI, le GAFI pourrait accepter un adhérent, même avec un statut d'observateur. Il faut des engagements fermes, des engagements concrets, législatifs, réglementaires et opérationnels. Et là, pour la première fois dans l'histoire de ce pouvoir ces 20 dernières années, il est piégé. Quand il y a quelques mois, il s'est retrouvé sur la liste grise du GAFI, ça veut dire sur la liste des pays qui ne sont pas coopérants et qui ne prennent pas de mesures. Ça a été la panique, en catastrophe. Ils ont modifié la loi de 2005 contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et là, ils prennent une mesure aussi en catastrophe, mais à la limite, c'est beaucoup plus une mesure, pas interne. L'objectif, c'est de dire au GAFI, écoutez, nous avons pris quand même un dispositif réglementaire, et soyez indulgents avec nous, si ça ne marche pas très bien, il y a une réalité, il y a un contexte socio-économique. Voilà quand même l'éclairage que je voulais apporter. Et ça, c'est significatif. Maintenant, nous disons qu'effectivement, l'usage de la carte de crédit, l'usage du chèque bancaire, alors que nos pays voisins, la Tunisie, le Maroc, sont extrêmement avancés à ce niveau-là, même des pays de l'Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus avancés que nous, c'est une réalité. L'opération, j'allais dire, dans quelques mois, sera complètement oubliée. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, aura obtenu une sorte de sursis auprès du GAFI pour dire j'ai fait en sorte de modifier, et de nouveau en 2016, certainement que le GAFI, s'apercevant de la supercherie, épinglera de nouveau le gouvernement algérien. Merci Gilles Hijaz, restez avec nous. Je reçois à présent M. Abed Omar, représentant des victimes de Khalifa Bank à l'étranger et en Algérie. C'est dire, des victimes d'une banque, justement. Omar Abed, merci d'être avec nous. Merci. Allô? Omar Abed, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie et je salue tous les invités qui sont venus. Merci. À tout le monde. Voilà. Merci. Alors, vous qui représentez des victimes, et quelles victimes d'une banque algérienne, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif, de ces obligations de payer des transactions à partir d'un certain plafond, d'un certain plancher, en chèque ou par des moyens scripturaux ou d'autres moyens scripturaux? Moi, je vais être honnête avec vous. Là, en Algérie, on parle beaucoup sur l'aspect sécuritaire, soi-disant, quand on paye en chèque, c'est un peu sécurisé, c'est un peu ton argent, ils sont sécurisés, soi-disant, c'est un peu ça. Moi, je vais être honnête, je vais le dire clairement. Est-ce que nous, les clients de Khalifa, nous, les victimes de Khalifa, quand on a posé notre argent dans cette banque, est-ce que la banque, est-ce que les hauts responsables de l'État, est-ce que ces gens-là qui sont en train de faire cette loi aujourd'hui, est-ce qu'ils ont protégé le citoyen algérien? Est-ce que nous, on a vu pendant le procès de Khalifa que l'État algérien, c'était qui a été derrière tous les massacres bancaires. Aujourd'hui, la question que je pose, est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces gens-là?
Et dites-moi, c'est Abd. Au ministère des Finances, soi-disant, ils se disent que on va payer par chèque, on va être un peu civilisé. Tout d'abord, est-ce que lui-même, ce ministre-là, ou ce chef de gouvernement, est-ce que lui, il a cette culture d'abord? Est-ce qu'il la connaît? Dites-moi, c'est Abd. Monsieur Abd. Oh, oui. Est-ce qu'il y a encore des victimes de Khalifa Bank qui n'ont pas été remboursées, qui n'ont pas retrouvé leur argent? Tout le monde n'a pas été remboursé. Tout le monde. D'accord. Tout le monde n'a pas été remboursé à cause des hauts responsables de l'État, comme la Banque d'Algérie, comme le ministre des Finances, comment veux-tu aujourd'hui, moi, je vais y aller, je vais déposer mon argent dans une banque, alors pour que je vais avoir un chèque pour aller payer pour m'acheter une voiture. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, parce que l'État, elle est absente. La machine de contrôle, elle est absente. Je suis désolé, je ne peux pas faire confiance dorénavant de mettre mon argent dans une banque pour récupérer un chèque, pour y aller, soi-disant, je vais acheter une voiture ou une maison, je dois payer par chèque. Pour payer par chèque, je dois avoir mon argent dans une banque. On ne fait pas confiance. Je ne fais pas confiance aux banques algériennes. Restez avec nous, Omar Abd. Abdelwahab Zaatari, merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous en Skype. Merci à vous. Alors, et salutations à vos invités. Merci. Alors, Soufiane Jilali Hijaj nous apprend que ce régime aurait en quelque sorte été contraint de prendre ces mesures sous la pression d'organismes internationaux contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, qui n'auraient pas eu tellement le choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que pensez-vous de la mesure d'une façon générale? Oui. D'abord, avec M. Jilali Hijaj, je suis tout à fait d'accord. Parce que la nature et la structure même du pouvoir algérien, c'est un pouvoir clanique qui veut contrôler tout à l'intérieur et rester indépendant par rapport à l'extérieur. Et il n'aurait pas pensé à une telle décision, cette obligation de paiement par chèque, s'il n'y avait pas une pression de l'extérieur. Mais la pression de l'extérieur, comme l'a souligné aussi M. Jilani Hijaj, elle vise autre chose. Elle vise surtout la sécurité par traçabilité. Donc les Européens et les Américains, ils veulent être capables de revenir à la source, d'où démarrent les transactions. Où est-ce qu'elles se situent? Dans quel lieu? Donc cette traçabilité, c'est ce qui intéresse les instances étrangères et elle est d'abord sécuritaire. Et à l'intérieur, les pays qui le font aussi à l'intérieur comme les pays européens, ça les intéresse doublement parce que là, ils peuvent forcer les gens à payer les taxes, reconnaître quels sont les escrocs, ceux qui ont des transactions honnêtes, malhonnêtes. Donc, en effet, l'extérieur y est pour beaucoup dans cette décision. Si on était libre de l'extérieur, eh bien, certainement, les députés de FLN auraient préféré continuer à gérer les transactions par des shkara en douce, en souterrain. Voilà un petit peu. Mais sinon, Abdelwahab Zaatari, vous qui êtes économiste, qui connaissez un peu ce monde très curieux, très étrange de la banque algérienne, vous pensez que les banques vont pouvoir faire face à une telle contrainte? Absolument pas. La vérité est que les banques, en principe, quand on dit banque, on dit investissement, on dit le meilleur service, parce que les gens vous donnent de l'argent, vous vivez de l'argent des autres, et donc vous devez leur donner les meilleurs services. Ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Nos banques sont des banques de dépôt. Et quand vous déposez de l'argent chez eux, ils ne vous respectent pas. Quand vous voulez le retirer, vous devez faire des chaînes. Vous avez beaucoup de problèmes. Donc, la technologie, les premiers consommateurs de la technologie étaient les banques. C'est pourquoi les pays avancés, dans les années 70, le banque avait déjà pris de l'essor et tout était électronique. Donc, ils avaient accès à tout. Et encore, quand on dit électronique, ce n'est pas sur leur marché intérieur, c'est à travers le monde. Donc les transactions étaient électroniques à travers le monde. Chez nous, bien entendu,
Bien, on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, on fait comme les pays avancés, puis on n'avance pas. Donc nous allons encore nous embrouiller, comme on a l'habitude de le faire, c'est ça, finalement. Restez avec nous, nous allons faire un dernier tour de table, si je puis dire. Ali Benouari, si vous étiez encore aux affaires, si vous étiez ministre des Finances, vous auriez pris une telle mesure? Ali Benouari? Est-ce que Ali Benouari est avec nous? Je suis là. Ali Benouari, je vous demandais si vous étiez encore aux affaires, si vous étiez le ministre des Finances ou le Premier ministre, vous auriez opté pour cette mesure dans les conditions actuelles? Non, le problème est mal posé parce qu'un ministre seul, dans un régime pareil, ne peut rien faire. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui va faire sourire beaucoup de gens peut-être. Quand j'étais ministre du Trésor, je me suis présenté devant un guichet d'Air Algérie pour acheter un billet d'avion. Et j'ai voulu payer par un chèque Trésor, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les ministres ont un compte au Trésor public et des chèques Trésor. Et le guichetier d'Air Algérie m'a dit, monsieur, je ne peux pas accepter votre chèque. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que c'est un chèque, et puis c'est un chèque, voilà. Je lui ai dit, mais c'est un chèque, qu'est-ce qui vous dérange? Il m'a dit, on a beaucoup de chèques en bois, des chèques impayés qui retournent. Je lui ai dit, oui, mais il se trouve que c'est un chèque du Trésor. Il me dit, ça ne fait rien, c'est la même chose. Je lui dis, mais moi, je suis le ministre du Trésor. Je vous certifie que mon chèque ne vous reviendra pas impayé. Il m'a dit, monsieur, je suis désolé, c'est les instructions, je ne peux rien faire. Et voilà comment un ministre du Trésor ne peut pas payer par un chèque Trésor sans billet d'avion. Ça aurait pu n'importe quelle marchandise. C'est incroyable. Je reviens aussi à votre question de tout à l'heure. Les gens, à la question de savoir si on pèse les billets de banque, votre question a dû faire sourire beaucoup d'Algériens, parce que j'atteste, contrairement peut-être à ce que vos autres invités ignorent, c'est que l'usage de la balance pour peser pour les billets de banque est très répandu en Algérie. Parce que quand vous payez un bien à 50 millions ou 100 millions de dinars en billets, vous imaginez bien que le préposé au guichet ne va pas ni les compter avec ses mains, ni les faire passer par une machine. Donc, la question fondamentale, c'est la question de la nature du pouvoir. Le pouvoir avec ses relais, le FLN est un relais, les banques d'État sont un relais. Et c'est peut-être le moment de dire que la prééminence des banques d'État est à l'origine de cette situation. Il n'y a pas de volonté politique, donc les banques d'État appliquent, exécutent. On ne leur dit pas s'il y avait un pouvoir politique fort et représentatif. Les banques d'État auraient, à l'instar de beaucoup de banques d'État tunisiennes, marocaines, parce qu'il y en a, elles se seraient modernisées, elles auraient fait en sorte que les paiements scripturaires puissent se faire. Malheureusement, les banques d'État sont l'instrument qui, elles participent à cette situation-là. Leur manque de volonté reflète le manque de volonté politique. Et puis peut-être le plus important pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est que les banques étrangères existent et ont eu dès le départ la volonté de développer l'usage des cartes de crédit, l'usage des virements et l'usage des chèques. Malheureusement, les banques privées, c'est-à-dire aujourd'hui hélas seulement les banques étrangères, elles ne peuvent rien faire parce qu'on les a limitées dans leur développement et on a consolidé le poids des banques publiques qui représentent plus de 70% des ressources et des emplois. Cela signifie que ces banques privées, au fond, ne peuvent pas à elles seules imposer le chèque ou les moyens de paiement modernes parce que les banques d'État ont reçu instruction à l'époque de M. Ouyahia qui leur a interdit de déposer de l'argent chez les banques privées. De la même manière qu'il a interdit aux entreprises publiques de déposer de l'argent, d'ouvrir des comptes auprès des banques privées. Et que voulez-vous? Cela dénote... Vous m'en direz tant, c'est quand même incroyable d'entendre ça. Mais bien sûr, voilà pourquoi il faut relier cette affaire de chèques à la prépondérance des banques publiques qui elles-mêmes renvoient à la nature du pouvoir, c'est-à-dire à la volonté de maintenir des instruments à disposition. Et ces banques-là, elles sont maintenues en état de survie artificielle pour pouvoir prêter aux amis, aux copains, pour pouvoir nourrir ce système monstrueux qui est basé sur la corruption généralisée. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Ali Benouari. Sofiane
Gilali, je vais peut-être vous aussi vous mal poser le problème, mais vous, chef du gouvernement, Premier ministre plutôt, qu'auriez-vous fait en l'occurrence? Écoutez, il faut avoir toujours une vision à la base et des objectifs clairs et ensuite, par étapes, y arriver. Il faut que la masse fiduciaire actuellement qui tourne dans le pays en dehors des circuits, il faut que d'une manière ou d'une autre, elle rentre dans les circuits officiels. Mais ce n'est pas en faisant ce genre de décision qu'on va y arriver. Il faut d'abord commencer par sécuriser le système bancaire. Aujourd'hui même, il y a eu sur un site qui semble être très bien informé, la publication d'un rapport sur le fonctionnement des chèques postaux. Et c'est une catastrophe parce que il démontre qu'à toutes les étapes des opérations, tout est visible et en clair. Autrement dit, presque n'importe qui peut avoir accès au compte de n'importe qui également et manipuler comme il le souhaite. D'ailleurs, il y a un nombre incalculable de vols, de détournements, etc. qui sont faits au niveau des chèques postaux. Or, c'est peut-être la plus grande banque en Algérie. Donc, et si vous vous présentez devant un commerçant pour acheter quoi que ce soit avec un chèque à 1 million de dinars, vous serez obligé d'aller le certifier parce que personne ne vous acceptera un chèque signé par vous-même simplement. Donc, il y a tellement de problèmes au préalable que si l'objectif ultime est important et qu'il faut refaire retourner la masse monétaire dans les circuits officiels, de façon à pouvoir contrôler tout ça, à faire passer par les impôts, etc. Mais simplement pour y arriver, il faut préparer le terrain. Il est vrai, comme disait M. Ali Benouari, que les banques d'État, parce qu'elles sont soumises simplement aux diktats du gouvernement, elles ne répondent pas aux besoins. Et même si le guichetier pèse les billets, comme il le dit, moi je ne suis pas au courant parce que je ne fais pas de transactions de ce niveau-là. Mais il n'empêche que les banques nationales ne sont pas à la hauteur et c'est par là qu'il faut reprendre le bout du problème. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Soufiane Gilali. Gilali Hijaj. Si j'avais été ministre. Gilali Hijaj. Si j'avais été ministre des Finances. Pardon. Gilali Hijaj. Cet organisme ou ces organismes de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent qui auraient fait pression sur le pouvoir algérien, est-ce qu'ils ne savent pas que ce régime est dans l'incapacité la plus totale, et cela va se savoir dans quelques jours, de mettre en place un tel dispositif? Si, ils le savent parce que ils le savent, donc c'est le GAFI, un groupe d'action financière internationale, qui est une organisation qui a été créée il y a un peu plus presque une vingtaine d'années, et qui est rattachée, alors c'est pas une agence des Nations Unies, et qui est un peu rattachée à l'OCDE, mais auquel adhèrent pratiquement la grande majorité de tous les pays du monde. Si, le GAFI, il y a eu un rapport donc du GAFI sur l'Algérie en 2012. Le rapport est un rapport un peu, on va dire un peu arrangé, mais il est assez accablant. Moi, si j'avais été ministre des Finances, la question que vous ne me posez pas, j'aurais pris la décision un peu très difficile qui avait été prise au tout début des années 80. J'aurais décidé comme ça de changer tous les billets. Ça aurait absorbé toute la masse monétaire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait retrouvé dans les aéroports des sacs de billets d'argent jetés un peu partout. Non mais très sérieusement, imaginez que par exemple un certain nombre d'Algériens qui disposent de sommes en espèces extrêmement importantes, qu'ils soient commerçants, profession libérale, agences immobilières, ainsi de suite, se mettent à jouer le jeu et à déposer des sommes importantes dans les banques. À supposer que les banques soient en mesure d'accueillir, de recevoir cet argent. Il se pose un autre problème, toujours dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il se pose un problème, c'est que les banques en question, si vous ne donnez pas des explications sur l'origine de cet argent, ces banques en question enverront des déclarations de soupçons à la cellule du traitement du renseignement financier du ministère des Finances. Exact. Donc on va se retrouver dans un imbroglio pratiquement inextricable. Donc ça dénote encore une fois le peu de sérieux des conditions dans lesquelles cette mesure a été prise. Mais encore une fois, moi je le dis, je le répète, connaissant le GAFI, m'étant rapproché du GAFI à plusieurs reprises, ayant assisté à leurs réunions, ainsi de suite,
C'est une mesure qui va contenter un peu le GAFI quelque temps. Le GAFI espérant que cette mesure n'est pas un impact réel, mais sans se faire trop d'illusions. Merci. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Omar Abed, vous qui avez pris maintenant l'habitude des banques, j'imagine que, comme toutes les victimes de Khalifa Bank, vous en connaissez les arcanes, les contraintes, la bureaucratie, l'incompétence. Vous pensez que cette mesure pourrait quand même, malgré tout, être appliquée? Je vous entends pas bien. Hein. Omar Abed, je vous demandais juste votre avis sur l'applicabilité de cette mesure. Est-ce qu'elle est possible avec tout l'optimisme du monde? Non, c'est pas possible parce que je vais vous dire, je vais être clair là-dessous. On n'a pas de responsable en Algérie. On n'a pas de responsable en Algérie et on a vu qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire de Khalifa Bank. On a vu qu'un ministre des Finances qui vient et qui dit que je n'étais pas intelligent, et le gouverneur de la Banque d'Algérie, Keraman ou Tsati, qui ont cassé le fameux rapport du commissaire aux comptes. Alors aujourd'hui, moi, en tant que président de cette association, je suis pessimiste. Je ne peux pas faire confiance aux banques algériennes, aux responsables algériens. Oui. Voilà. Merci Omar Abed. Pour que je donne mon argent, pas parce que M. Abed il veut acheter une voiture à 1 million de dinars, je dois prendre 1 million de dinars, je le mettre dans une banque et je prends mon chéquier. Et je ne peux pas, je vais être honnête avec vous, je ne peux pas faire confiance à nos banques. Il y a une minute. Voilà. Il y a un proverbe de chez nous, un dicton que je vous dirais en darja de chez nous. اللي لدغوا الحنش ولا اللي قرصوا الحنش يخاف من الطرفه ولا يخاف من الحبيله. Merci monsieur Abed, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdelwahab Zaatari, je vais vous laisser conclure, mais dites-nous qu'est-ce qui va se passer avec cette mesure? Elle va être abandonnée comme les deux autres, au moins celle de 2006 et de 2011, et toutes celles qui l'ont précédée, toutes ces velléités, ces tentatives d'adopter ce genre de paiement scripturaire? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne pense pas qu'elle va être annulée. Je pense qu'elle va être appliquée, mais très mal appliquée comme beaucoup de choses. Pour deux raisons. D'abord parce que ce sont les instances extérieures qui nous forcent à l'appliquer. Ensuite parce que, soi-disant, on essaie de répondre à ce besoin de contrôler les finances à l'intérieur du pays à cause du déficit du pétrole. Pour ces deux raisons, je pense qu'ils vont l'appliquer, mais elle va être très mal appliquée et nous allons en fait continuer à souffrir de faire un pas en arrière dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la finance et dans le domaine des banques. Ce qui est fondamental, comme l'a noté tout à l'heure notre ministre Ali Bonouari, c'est d'aller au fond des choses. C'est que nous avons un pouvoir qui fait de la promotion et qui est promoteur de la corruption. Et c'est là où se trouve le mal. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut se battre pour créer le changement. Maintenant, si on arrive à éliminer ce pouvoir qui est pour la corruption, pour placer un pouvoir qui va aller contre la corruption, là, on pourrait proposer des modèles de développement qui sont très cohérents, avec des banques qui sont de véritables banques, et qui participent à rendre service aux citoyens, qui participent à l'économie, aux finances nationales et aux transactions internationales et tout. Voilà. Merci Abdelwahab Zaatari. Merci à tous nos invités pour ces très intéressants éclairages, ces explications. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. صحة فطوركم بقوا على خير. بسلامة.